J'avais donc 2 jobs étudiants pour payer mes études, mais c'était pas suffisant. Et en fait, on allait être dans l'obligation de partir à l'étranger. Donc à mes yeux, à l'époque, c'était vraiment un obstacle. Donc je pouvais compter que sur moi à ce moment-là. Et en fait, le Chébé est venu à moi. Est-ce que quand tu dis le Chébé est venu à moi, c'est-à-dire que tu t'es dit ok, cette matière première est très cool, je vais lancer quelque chose, je vais commencer directement à vendre? Quoi qu'il arrive, moi, quand j'ai des projets, j'y vais. Que j'ai les armes ou pas, j'y vais. Et après, je vous cache pas, ça a été très compliqué. À la fin de mon séjour en Irlande, pour vous dire, je ne mangeais pas. J'avais pas de quoi manger. Genre, j'avais faim. C'est beau parce que du coup, aujourd'hui, t'en es là et tu peux être fière de toi. Et je pense que ta mère, elle doit être fière de toi. Elle a intérêt. Je te jure que pendant ton lancement, mais c'est incroyable, hein. Je te voyais partout. Et même si vous m'avez vu partout, sachez que je voulais être dans beaucoup plus d'endroits encore et que j'ai eu beaucoup de noms. Mais du coup, Célia, déjà ravie de t'avoir ici, vraiment. Merci beaucoup. Ça fait pas mal de temps que je te suis sur les réseaux sociaux. Genre, je t'ai vu pop-up, mais vraiment de partout sur LinkedIn. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avais un contact, etc., t'étais des références partout. J'ai vu que ça faisait 7 ans que t'avais lancé ta marque de cosmétiques. Je t'avoue que je t'ai vu pop-up vraiment, on va dire, il y a 1 an. Ouais. Je pense qu'on y reviendra un peu. Du coup, Célia, pour te présenter brièvement, et puis je te laisserai compléter. Célia, qui a lancé sa marque de cosmétiques il y a maintenant 7 ans, juste après son bachelor quand même. Donc peut-être que tu avais commencé un peu avant ou pas. Pendant le bachelor. Pendant le bachelor. Donc voilà, étudiante entrepreneur qui a ensuite continué dans sa propre entreprise. Aujourd'hui, tu te bases vraiment sur une matière première que normalement, on a toutes vu passer quand on était jeune pour comment faire pousser ses cheveux, c'est-à-dire le Chébé. Et tu développes ta gamme et par rapport à ça, tu ne fais pas que ça. Tu as également une académie pour aider les personnes à mieux développer leurs cheveux. Tu t'es lancée récemment aussi sur ça. Du coup, oui. Je vois que tu as plein de projets, tu voyages beaucoup. Donc franchement, j'ai super hâte d'entendre ton histoire. Et je te laisse peut-être reprendre un peu les cadres et te présenter plus longuement, si j'ai manqué des trucs. Je pense que tu as tout dit, hein, mais c'est ça. Hein, Célia Jess Valerius, donc fondatrice de Cheb Air depuis 2017, pendant mon bachelor. Et puis après, oui, c'est vrai que j'ai plein d'idées, plein de trucs à faire, mais voilà. Déjà, j'aimerais bien revenir sur ça, parce que le fait que tu aies travaillé pendant ton bachelor, parce que c'est vrai que généralement, on a cette idée reçue qu'on doit soit finir ses études avant de se lancer, soit mettre de côté son travail pour se lancer et se concentrer à son projet. Toi, comment tu l'as vécu, en fait? Comment tu as fait pour allier les deux, finalement? En fait, moi, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. En fait, j'avais des difficultés financières. J'ai fait une école de commerce, mais j'avais pas du tout les moyens d'aller dans une école de commerce. Okay. C'est-à-dire que c'était pas du tout mon monde. C'était vraiment limite le terme école de commerce. Avant d'y aller, je l'avais jamais entendu de ma vie. On était à ce point-là. Et je m'y suis inscrite quand même. Et je peux pas dire que je pensais pas que j'allais y arriver, parce que sinon je l'aurais pas fait. Mais voilà, je me suis inscrite et moi, je suis vraiment quelqu'un du feeling. Je me suis dit, bon, si t'es prise, c'est que tu dois y être. Si tu n'es pas prise, c'est que tu ne dois pas y être. Et j'ai été prise. Donc voilà, après, je me suis battue, on va dire. J'allais en cours. Et puis l'administration m'a appelée pour que je puisse du coup trouver une manière de financer mes études. Okay. Et c'est là que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en soi. Donc j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que comme tous les étudiants, parce que c'est dur pour tous les étudiants. En soi, j'avais un travail, donc j'étais caissière en cinéma à côté. Je travaille aussi sur les marchés le week-end. T'étais en alternance? Non, c'était vraiment un schéma classique. Ok, très bien. C'est ça. Donc le soir, je travaillais au cinéma après mes études et le week-end, je travaillais sur le marché. Okay. Donc en fait, j'avais donc 2 jobs étudiants pour payer mes études, mais c'était pas suffisant. Et en fait, on allait être dans l'obligation de partir à l'étranger. Donc à mes yeux, à l'époque, c'était vraiment un obstacle. Parce qu'en fait, j'ai choisi un diplôme international. Donc, c'est en fait, j'ai un double bachelor, donc en Irlande et en France. Wow. Mais moi, j'étais fâchée. Hein. J'étais pas contente parce que je me suis dit, quand je vais partir, je pourrai plus travailler au cinéma et sur le marché. Donc, je pourrais pas payer mes études. Et en plus, fallait aussi payer forcément le logement, le transport, la nourriture. Et j'allais avoir aucun revenu. Et l'Irlande, c'est cher en plus. C'est super cher. Ah ouais? C'est super cher. L'Irlande, c'est très, très cher. Ah, je n'ai jamais regardé. Et donc, je pouvais compter que sur moi à ce moment-là. Et en fait, le Chébé est venu à moi. Le Chébé est venu à moi et ça a été comme une évidence. Et puis voilà, hein, aujourd'hui, on est là. Tu peux développer le Chébé venu à moi parce que, comme tu l'as dit, un job étudiant, en soi, ça se trouve, et je pense que c'est la manière la plus simple et surtout la plus commune de financer ses études. On trouve un job étudiant.
l'entrepreneuriat, ça demande des fois aussi de l'investissement initial. Est-ce que, quand tu dis le chébé est venu à moi, c'est-à-dire que tu t'es dit, OK, cette matière première est très cool, je vais lancer quelque chose, je vais commencer directement à vendre pour me faire de l'argent. Est-ce que tu t'es dit, OK, il y a quelque chose à construire? Enfin, comment c'est venu où tu t'es dit, OK, il faut que je trouve une idée de business à lancer, et du coup, tu as eu le chébé, tu t'es dit, OK, le lien est fait. Comment ça s'est En fait, c'est un mix de tout ce que tu as dit. Parce que, en fait, comme je le disais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne un peu au feeling, et j'ai une foi énorme aussi. Et donc, à ce moment-là, moi, je sais que je prie beaucoup pour trouver une situation par rapport à déjà ma situation financière, par rapport à mes études, etc. Et en fait, moi, c'est vraiment venu à moi dans le sens où je faisais rien de spécial, en fait. J'étais tranquillement sur mon canapé en train de scroller sur Facebook et j'ai découvert le chébé comme ça. Et quand je l'ai vu, ça a vraiment été une révélation, que ce soit capillaire pour moi. Parce que moi, à ce moment-là, donc comme j'étais en école de commerce, ils prenaient pas de boursiers. Mais c'était privé, ouais, c'est ça, parce que... En fait, que le bachelor était privé. Parce qu'après, en master, ils prenaient des boursiers, mais pas en bachelor. Okay. Donc, ils ne prenaient pas de boursiers. Moi, je suis boursière depuis que je suis née, clairement. Genre, je suis née avec la bourse, je crois. Donc, en fait, à ce moment-là, je me dis, mais par rapport à mes cheveux, par rapport à mon histoire, par rapport à la matière aussi, parce que même par la manière dont en fait, le chébé est transmis, c'est quelque chose qui m'a touchée. À dire de voir que c'est quelque chose qui n'était pas connu du tout avant, que ça a été transmis de génération en génération. Moi, je suis d'origine guadeloupéenne, donc c'est-à-dire que nous, on s'est recréé une culture par rapport à tous les mélanges qui ont été faits. Et en fait, le chébé, ça vient du Tchad. Et malgré tout ce qui s'est passé, et même le Tchad, ça reste encore aussi par moments un pays qui peut être assez compliqué politiquement. Mais malgré tout, ils ont réussi à garder en fait des techniques ancestrales. Ils ont réussi à ne pas dénaturer forcément leur culture avec tout ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait. Donc, il y a eu cette partie-là. Il y a eu la partie, bien sûr, argent pur et dur. Clairement, parce que je devais trouver cette situation. Je devais améliorer ma situation financière avant de partir en Irlande. Et en fait, j'ai créé Sheber, c'est pour ça que c'est venu à moi, parce que j'ai créé Sheber quelques mois avant de partir. Donc, c'est venu à moi, en fait. C'est comme si, comme je disais, en fait, j'étais là et je me dis, il faut vraiment que je trouve une solution. Quoi qu'il arrive, moi, quand j'ai des projets, j'y vais. Que j'ai les armes ou pas, j'y vais. Comme mon école, je savais déjà dès le départ que je n'allais pas pouvoir payer. J'y ai été quand même. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, à partir du moment où j'ai un objectif, j'y vais. Et je me dis que les armes vont arriver entre-temps. Et en fait, là, ça arrive entre-temps, donc purement aussi de manière pécuniaire. Donc moi, c'est ma mère qui m'a donné ses économies. Donc c'était 1 000 € à l'époque. Donc elle m'a passé 1 000 €. J'ai commencé avec 1 000 €. Et avec 1 000 €, j'ai pu payer... ça va. Ça va. Mais avec 1 000 €, j'ai pu payer du coup mes études. Parce que j'avais aussi des paiements de retard concernant ma scolarité. Et l'administration m'avait dit que même si je finissais mon bachelor et que je pouvais être diplômée, tant que je n'avais pas payé l'école, je ne recevais pas le diplôme. Bon, je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas très important pour moi. Parce que vu que je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur, en soi, je n'ai pas besoin de mes diplômes. Donc, ce n'est pas une super menace pour moi. Mais bon, quand même, il faut aller jusqu'au bout. On a fait quelque chose, je voulais les diplômes. Et voilà, donc j'ai pu payer mes études, payer aussi mon logement, ma nourriture. Et après, je ne cache pas, ça a été très compliqué. À la fin de mon séjour en Irlande, pour vous dire, je ne mangeais pas. Je n'avais pas de quoi manger. Genre, j'avais faim. J'étais en coloc et je me rappelle que j'allais prendre du pain de mie dans la nourriture des colocs et tout la nuit. Je faisais des trucs de fou pour manger parce que j'avais faim. Mais je le disais vraiment, même j'appelais ma mère et on en rigolait. Pour vous dire, donc enfin, on est un petit peu des folles. Mais c'est dans le sens où on savait en fait. Dès que j'ai signé pour entrer dans cette école-là, je savais que ça allait être dur pour moi. Sur tous les aspects de ma vie, que ce soit socialement, ça a été très dur. Que ce soit financièrement, ça a été très dur. Psychologiquement, tout a été très dur. Ça a été les pires années de ma vie. Je pense que ça me touche ce que tu dis. Parce que honnêtement, déjà, t'es une battante. Donc ça, c'est un premier point. Je pense, Alix, là-dessus, on peut s'aligner. On voit la persévérance. Et c'est vrai qu'on ne montre pas beaucoup, mais... quand on veut faire des grandes études, en fait, malheureusement, même quand on vient d'un milieu qui n'est pas forcément favorisé, et je l'ai été aussi, donc comme toi, j'ai voulu aller dans des écoles privées où ça te coûte 8 000 € l'année, alors que c'est de l'argent que tu n'as jamais vu de ta vie. Mais même on n'a jamais vu en fait cet argent-là. Ouais, il y en a, ils ne se rendent pas compte. Non. Et en plus, même quand on rentre dans l'entrepreneuriat, je sais que maintenant, pour moi, 5 000 €, c'est rien. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est qu'on se rend compte qu'il y a en fait, dans la société, on ne se rend pas compte, mais il y a deux teams. Il y a ceux qui vont dire, mais même, quand on est petit, qu'on te donne 10 €, on croit trop que
Oui. énorme. Alors que C'est un sacrifice pour nos parents. Des voilà, fois, nos parents. Mais, oui, c'est ça. Mais en soi, c'est rien, 10 euros. Et puis voilà, il y a l'autre team qui va se dire, mais en fait, même 100 000 euros, c'est quoi? C'est rien. Ça. Donc en fait. C'est bien parce que c'est ça qui donne de la force. En fait, on sait qu'on est venu avec rien, et quand tu dis qu'avec ta maman, vous rigoliez du fait que t'avais pas à manger, que t'allais. En clairement. Fait, oui, en fait, quand on vit comme ça, finalement, c'est pas des choses qui sont triste pour nous, entre guillemets, parce qu'on a l'habitude de se battre. En fait, finalement, on est dans un combat perpétuel. Et c'est beau, parce que du coup, aujourd'hui, t'en es là. Et tu peux être fière de toi. Et je pense que ta mère, elle doit être fière de toi. J'ai l'intérêt. Non, mais si, j'ai de la chance quand même, parce que aussi, par rapport aux parents, je sais que les entrepreneurs ne sont pas toujours soutenus. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est normal. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, et je sais que, par exemple, ma grand-mère, elle ne comprend pas. Elle comprend pas parce que forcément par rapport à son histoire et à son prisme, je comprends aussi le fait qu'elle ne comprenne pas. C'est-à-dire qu'elle arrivait en France via le Bimidum, donc qu'on a demandé à plein d'ultramarins de venir travailler en France. Donc elle s'est battue. Elle pensait qu'elle allait être infirmière, elle a été dame de ménage, elle a été bonne. Ensuite elle a fait ma mère et moi j'arrive, j'ai un master, j'ai tout, et la fille a fait de l'entrepreneuriat. Oui. Enfin, je la comprends. Non, mais c'est dans le sens où même à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas riche du tout, je souffre encore énormément. Mais comme je dis, j'ai tellement souffert à l'époque, je pense que ça m'a forgé pour aujourd'hui. Parce que franchement, mais voilà, c'est toujours très très compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Mais ma grand-mère, elle se dit pourquoi je vais pas travailler. Et c'est sûr que là, avec mon expérience justement entrepreneuriale, plus mes diplômes, etc., je pense que sur le marché du travail, je vaux énormément. Et cet argent-là, actuellement, je l'ai pas. Donc je pourrais aller travailler et régler tous mes problèmes financiers dès maintenant. Mais c'est pas le choix que je fais, et je comprends le fait que ma grand-mère ne comprenne pas, et j'ai de la chance justement d'avoir une mère qui comprend et qui me soutient. Ça c'est le plus important. Ouais. Et du coup, si on revient un peu sur le lancement de cette marque cosmétique, donc oui, il y avait ce besoin, il y avait cette envie, tu as toujours voulu être entrepreneur. Malgré tout, je persiste à dire que lancer une marque de cosmétique avec du chébé, déjà, je veux dire, une personne lambda ne l'aurait pas forcément fait parce qu'il faut une problématique, et c'est peut-être plus vers ça que je voudrais t'emmener. C'est aujourd'hui, à l'époque, est-ce que tu rencontrais, toi, cette problématique que tu as voulu solutionner avec le chébé quand tu l'as découvert, ou bien alors tu n'avais pas du tout cette problématique ou même pas conscience d'avoir potentiellement une problématique, et tu t'es dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont cette problématique, tiens, je vais partir de ça. Est-ce que ça part d'un vécu, ou alors ça part vraiment du marché? Voilà, du marché. Alors, encore une fois, c'est les deux aussi. Donc moi, quand je suis arrivée en école de commerce, ça me fait rire parce que j'ai vu des photos, elles sont horribles. J'ai fait mes soutenances. Je me rappelle, j'avais une perruque blonde et j'avais pas de tailleur. Du coup, j'avais un jean bleu avec une veste de blazer. Enfin, la fille, j'étais complètement perdue. C'était pas mon milieu, et j'avais pas non plus, encore une fois, les moyens d'avoir tout ça. Mais je l'ai vécu dans le sens où déjà, moi, quand je suis arrivée dans cette école, je me suis dit, ok, tu vas dans un autre milieu. Je sortais d'un lycée qui passait sur TF1. Vous voyez, le genre de lycée que oui, c'est passé ci, ça, alors que c'est très, très bien passé. On vient de la même zone. On a eu deux lycées aussi sur le même mois. Voilà. Donc vraiment, je crois qu'on comprend. Je vois même les lycées dans la ville. Je cartonne tout ça de mon esprit. Je connais les rues. Voilà. On a la rêve. Donc c'est bon, vous avez les rêves, c'est bon. Donc je marche de ce genre de lycée-là, le lycée qui passe sur TF1. Et en fait, quand j'arrive là, je me dis, ok, tu vas dans un autre milieu, avec d'autres types de personnes. Et dans ma tête, je me disais, les gens, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas parce que tu es toi, parce que tu viens de banlieue et parce que tu es noire. Et je suis claire de peau, donc on va aussi parler colorisme, c'est super intéressant. Je me suis dit, écoute, quand tu as tes cheveux lisses, les gens ils pensent toujours que tu es métisse, donc ils penseront que tu es à moitié bonne. Et moi, du coup, j'allais à l'école tout le temps avec les cheveux lisses, et je me préparais avant mes soutenances, avant mes examens, pour avoir, on va dire, le physique qu'il faut pour ne pas être jugée sur ma personne et jugée sur mes compétences, ce qui n'est pas normal. Et dans ma stratégie, mais ça c'est une stratégie, d'après moi j'étais super intelligente, c'est une stratégie que j'ai élaborée quand j'étais en primaire, ça. Je me suis dit, moi, quand je serai grande, il faut que j'ai de l'argent. Et on est dans un monde qui ne nous aime pas. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'infiltrer dans le système. Et une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, là je fais péter mon afro. Et ça, c'est vraiment des paroles que j'avais, mais quand j'étais en primaire, 7-8 ans. Parce que ma mère a fait l'erreur de me laisser lire le code noir, mais elle ne savait pas encore elle-même ce que c'était à l'époque. Quand j'étais très jeune, et j'ai moi-même décidé en primaire d'arrêter de le lire. Tellement ça a été frappant pour moi. Et du coup, j'ai été consciente très tôt de tout ça.
C'est quoi le livre, Le Code Noir? Le Code Noir. Alors, le code, c'est que moi, je dis comme ça. Donc, en fait, le Code Noir, c'est durant, du coup, la période donc, de mise en esclavage. En fait, il y avait un code comme le Code civil, mais là, c'était le Code Noir. Et en fait, il y avait les droits. Enfin, on va dire, c'était pas les droits des esclaves, du coup, c'est plutôt le droit des maîtres. Et en fait, on était vraiment considérés comme des meubles. Mais vraiment, c'est le terme. On était considérés comme des meubles. Et je me suis dit, bon, en soi, on se rend pas compte, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, en plus. Non. Et ouais, moi, ça m'a vraiment frappée. Et je me suis dit, OK, je vais devoir me battre et atteindre ces objectifs-là. Et donc, en fait, ça fait que capillairement parlant, j'ai vécu plein de choses, plein d'humiliations, très, très jeune. Je sais que je repars très loin par rapport à ta question, mais c'est lié. Hein. Mais quand j'étais en primaire, moi, j'étais fan de Beyoncé, comme beaucoup à notre génération quand on était jeune. C'était vraiment la référence afro. Et en fait, elle est tout le temps sous pépé blonde, comme aujourd'hui, hein, mais bon, c'est Beyoncé. Et j'étais vraiment fan de ça. Et j'étais fan aussi de l'époque assez old school, afro, funk. C'était vraiment mon truc, jazz. C'était les musiques que ma mère, elle écoutait. Donc moi, j'étais vraiment dans tout ça. Et en fait, il y avait un film, Dreamgirls. Et en fait, Beyoncé, elle apparaît avec un afro magnifique. Donc, c'était le mélange de mes deux passions. Et le lendemain, je vais à l'école avec un afro magnifique. Donc, dans ma tête, déjà, je suis Beyoncé. Je vais à l'école et tout. Je suis trop belle avec mon afro. Et en fait, toute la journée, je me suis fait insulter. On m'a dit que j'étais moche, que j'avais mis les mains dans la prise. Et je me suis fait insulter par les élèves, mais aussi par les professeurs qui aussi ont rigolé, des etc. adultes. Voilà, des adultes. C'était banalisé à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces préventions. Surtout, ça commence à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très banal. Et en fait, jusqu'à mes 23 ans, alors que mon entreprise, je l'ai créée à 21 ans, mais jusqu'à mes 23 ans, je n'ai pas fait d'afro, déjà. Et donc, avec toutes ces choses-là intériorisées, moi, quand je suis arrivée en école de commerce et que j'ai vu le chébé, mes cheveux étaient dans un état pitoyable, parce que j'avais fait teinture, j'avais fait tissage sur tissage, j'avais fait défrisage sur défrisage. Et malgré tout, j'avais toujours cette passion-là du cheveu afro. Mais par contre, quel que soit le type de cheveux, bouclé, frisé, crépus ou lisse, s'il est dans un mauvais état, il est moche. Donc je me suis dit, aussi si tu veux être fière de tes cheveux pour pouvoir les arborer, il faut quand même qu'ils soient en bonne santé. Mais quand ils sont en bonne santé et que tu cherches des produits pour prendre soin de tes cheveux, tu trouves pas les produits parce que moi, je savais pas m'occuper de mes cheveux. Ma mère ne m'a pas transmis ce savoir, ma grand-mère n'a pas non plus transmis ce savoir. Donc je ne savais pas comment m'occuper de mes cheveux. Et en plus, au niveau des produits, la composition, elle était toujours horrible. Donc, que ce soit les Vaseline à l'époque, les Dax, les Pink. Et donc, en fait, il y avait un vrai problème. Moi, j'ai vraiment voulu solutionner ça. Et je me suis dit aussi, pourquoi vouloir atteindre des niveaux, d'après moi, en société, en étant travestie, alors que je me dois de prouver que je peux le faire en étant moi-même. Mais si je peux me permettre, juste, je viens de me débloquer un souvenir, genre, souvenir débloqué. Quand tu parlais de l'enfance, etc., je me rappelle d'une fois, moi, pour le coup, j'étais en privé catholique. Ma mère voulait m'éviter, justement, les lycées de ma ville. Et mon petit frère, du coup, lui a eu la chance, moi, je connaissais pas trop, mais on l'a tressé, parce qu'il avait un afro, etc. Et du coup, il est parti en primaire, comme ça. La maîtresse a convoqué ma mère en disant qu'il fallait qu'il ait une coiffure acceptable. S'il voulait revenir, je te jure que en plus, il était tressé. Et il était tressé, il y avait des nattes plaquées. C'est trop grave. C'était il y a, du coup, il devait avoir 9 ans, donc là, il en a 23, c'était il y a 10-11 ans, voilà, privé catholique. Et du coup, elle avait dû lui défaire ses tresses. Et depuis, mon frère n'a pas... La maîtresse la maîtresse lui a pas défait, ma mère a défait les tresses. Et depuis, mon frère est traumatisé, il avait coupé tous ses cheveux et ne voulait plus jamais qu'on lui touche ses cheveux, qu'on fasse des tresses ou qu'on lui laisse pousser ses cheveux alors qu'il avait de très très jolis cheveux. Mais bref, du coup, tu m'as débloqué un souvenir. Je me rappelle qu'effectivement, à nos âges, c'était très compliqué quand on était jeune d'avoir nos vrais cheveux. Et on se rend pas compte en plus de l'impact. Parce que moi, j'ai vécu ça, mais j'étais fière de mes cheveux afro. C'est-à-dire que tu es fière de tes cheveux afro, mais comme tu sais que tu peux te faire humilier... En plus, il y a pas longtemps là, parce que d'habitude, j'ai toujours mon afro en haut, comme ça. Je suis tout le temps coiffée comme ça. Et mais vraiment là, il y a quelques mois, on m'a dit que je ressemblais à une bombe. C'était pas du tout un compliment. C'était pas du tout un compliment. Je me disais, mais c'est trop bien. Non, mais en plus, malheureusement, j'ai compris tout de suite de quoi il parlait. Et en fait, il parlait vraiment d'une bombe, vous voyez, l'explosion. Ouais, comme je ça. vois très bien. Et en fait, ce qui m'a choquée, parce que en fait, moi, je suis en capacité d'encaisser ça à l'heure d'aujourd'hui. Je suis fondatrice d'une marque de produits capillaires. Je suis là pour encourager les personnes autour de moi à faire de même. Donc, je suis en capacité d'encaisser. Mais quand j'ai recommencé à porter mes cheveux,
On m'aurait dit ça le premier jour. Oui. Peut-être que... En fait, les gens, ils n'ont pas conscience de l'impact que ça peut faire. Ça se trouve, c'était la première fois de ma vie que je sortais avec mes cheveux comme ça. Et en fait, le voir, c'était un homme qui s'est déplacé de loin. C'est-à-dire que moi, je marchais, il était loin, sur un autre trottoir, il a traversé. Il a marché jusqu'à moi. Ah, mais c'est un inconnu en plus. Oui, un inconnu, un inconnu. Ok. Donc, en fait, moi, hormis la critique, en fait, c'est tout l'effort qui s'est donné pour venir jusqu'à moi. Et penser, en plus, parce qu'il pensait qu'il rigolait avec lui, penser qu'il était légitime de venir, clairement, désolé pour mon langage, mais venir se foutre de ma gueule avec moi. En fait, j'en parlais dans un autre podcast juste avant, et je disais qu'en fait, pour moi, c'est enlever toute notre humanité. C'est comme quand on se moque d'un animal, en fait. Vous voyez, des fois, un chat, on va dire « Ah, le chat », et puis après, on rigole « Ah, il est con ». Non, mais c'est qu'il y a des gens qui se permettent beaucoup, mais je pensais pas que c'était aussi démocratisé de venir et de se permettre de juger sur le physique de quelqu'un, sur les cheveux, les attributs en plus naturels de cette personne. Et je pense que c'est la société. Hein. De toute façon, c'est simple, c'est la société. Et aujourd'hui... C'est pas la société. On est en France. En plus, sur Paris. Hein. C'est des blancs majoritairement. Là, la France a des racines chrétiennes blanches. Je veux dire, c'est un fait qu'ils n'ont pas... En fait, c'est un blanc qui t'a dit ça. Oui. Oui, ils n'ont pas... Enfin, maintenant, on commence à voir depuis quelques temps, il y a des afros, etc. Mais en fait, c'était pas un type de cheveux qu'ils connaissaient, tout simplement. Bah, quand même, hein. Quand même. On est en 2025. On est en 2024, ça commence à se sur Paris. Non, mais encore, que... en Normandie, j'aurais pu accepter. Désolée s'il y a des gens de Normandie qui écoutent, mais vous savez très bien que vous n'avez pas l'habitude. On n'est pas beaucoup. Mais sur Paris... Non, mais je veux dire, c'est pas acceptable. Ce que tu dis, quand on disait c'est la société qui est comme ça, je te disais, attends, société française. Oui, prenons les racines historiques. Oui, c'est ça. Et historiquement, on n'est pas... Personne ne se serait moqué quand j'étais en Afrique du Sud. On pensait nos cheveux comme on veut. Une excuse. En fait, ça n'excuse pas. C'est pas une excuse, mais c'est pas la société. Enfin, moi, je trouve que je trouve que juste les racines sont différentes. C'est quand même important de rappeler que bon. Voilà. Mais en fait, tu peux, quel que soit en fait, quel que soit tout. Tu te déplaces pas tout ça. Non, mais il a marché. Il a traversé. Et même si moi demain je sais pas moi une fille avec les cheveux bleus, ça va me faire rire, on dirait. Je trouve, j'ai pas à me déplacer. C'est inexcusable. En fait, c'est le déplacement. C'est-à-dire que même si tu peux ne pas aimer en fait. Oui. Moi, je te demande pas d'aimer mes cheveux. J'en ai rien à faire en fait en soi, que tu aimes, que tu aimes pas. Moi, j'aime bien. C'est ça le principal. Moi, j'aime mes cheveux. Moi, je te demande pas de m'aimer, je te demande juste de me respecter. C'est tout. Après que t'aimes pas, que t'as le droit en fait. En soi, ils ont le droit de pas aimer nos cheveux. Oui, mais en fait, c'est tout cet effort, effectivement. Parce c'est l'effort qui est mis. Pour lui, par exemple, il va se dire que c'est quelque chose, un complexe, quelque chose qui te met pas en avant, qui t'handicape presque. Je sais pas ce qu'il pense. Est-ce qu'aujourd'hui, cette même personne... Non, je pense que là, franchement, je pense que là, nous-mêmes, on pense trop. Ouais. On pense trop. Lui, il pense pas. Lui, juste, il s'est dit, ah, elle est drôle, je veux aller me foutre de sa gueule avec elle. C'est tout. Il n'a pas réfléchi plus que ça. Parce que justement, si tu te dis aussi que ça peut être un complexe, tu viens pas te déplacer pour venir me dire ça. En fait, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'au final, c'est presque méchant. Mais bon, on va passer... Mais bon, on continue. On va recentrer. Parce que là, on lui donne trop d'importance là dans le podcast. Ça va durer trop longtemps, pas parler de lui. On s'est un peu égaré. On va recentrer. Du coup, recentrons. Tu avais cette problématique. J'avais cette problématique, et qu'elle soit sociale. Et qu'elle soit aussi au niveau de mon type de cheveux à ce moment-là qui était vraiment dans un état déplorable. Donc en fait, moi déjà le chébé, je le voulais pour moi, clairement. Je le voulais pour moi, pour mes cheveux et pour pouvoir avoir des beaux cheveux en bonne santé tout simplement. Et je le voulais aussi pour aider. De toute façon, je pense que ça se voit encore dans ma démarche actuellement. Moi, mon objectif, c'est pas de faire des produits capillaires en fait. Et je le dis tout le temps, c'est pas des produits, c'est bien plus que ça. C'est bien plus profond que ça. Parce que trouver des huiles, des shampoings, etc., en plus, surtout aujourd'hui, en 2025, il y en a de plus en plus. Tout le monde crée des marques tous les jours. Mais quel est ton cœur derrière ? Et moi, mon objectif, c'est vraiment... Moi, je suis là pour révolutionner le monde. Je veux vraiment, en fait, qu'on soit libre, capillairement parlant. En fait, je veux une liberté capillaire. Et pour moi, la liberté, elle passe par le fait de s'aimer et de se respecter soi-même. C'est-à-dire que même moi, quand je me préparais au final avec mes cheveux, etc., avant la veille des examens, je ne me respectais pas moi-même, en réalité. Même si j'avais peur du manque de respect des personnes en face, mais en réalité, c'est moi déjà. Et en fait, il faut comprendre que tout part de soi. Tout part de soi. Et à partir du moment où tu comprends que tes cheveux, ils sont beaux, enfin, moi, je l'avais déjà compris, mais que tu t'éveilles en fait à la puissance de ton cheveu, plutôt. Je partirais plutôt sur ça, sur un éveil. Que tu t'éveilles à la puissance de ton cheveu et que tu comprends comment t'en occuper, que tu sais prendre soin de toi, c'est-à-dire que ce soit le physique ou autre chose, enfin le cheveu, pardon, ou le physique ou autre chose.
tu deviens déjà une personne très, 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 très puissante dans la société, quels que soient tes objectifs. Du coup, tu te disais tout ça déjà à l'époque quand tu as créé... Après, c'est vraiment... en fait, c'est un c'est cheminement. très bien, mais je trouve que c'est vraiment très puissant comme message. Et c'est un cheminement. Parce que, en fait, c'est un cheminement. C'est aussi à force de parler avec les gens. Parce que moi, même si j'ai toujours vu qu'il manquait des soins capillaires, que oui, on avait des problèmes, comme en ce moment, là, mon sujet, c'est l'alopécie, etc. Je savais pas que les gens aussi souffraient autant. Parce que moi, j'aimais mes cheveux malgré tout. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai juste dû me dire, OK, Célia, tu te dois d'avoir les épaules d'encaisser parce que ce que je viens de vivre. Parce que moi, mon problème, il est juste dans les gens en face. C'est les gens le problème. C'est les gens qui vont venir te faire des reproches. C'est les gens qui vont te dire, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Mais moi, en fait, j'ai pas de problème avec moi. Mais en fait, je me suis rendu compte à travers, on va dire, de l'aventure Cheb Air, que les gens ont des problèmes avec eux-mêmes. Ça a évolué. Et en fait, moi, je me bats au final aujourd'hui pas pour les gens à l'extérieur, je me bats pour nous. Je veux qu'en fait, les personnes qui possèdent ces cheveux s'aiment. Comme je disais, toi en face, tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste que les personnes qui possèdent ces cheveux-là, bouclés, frisés et crépus, puissent être fiers de leurs cheveux au quotidien. C'est tout ce que je veux. C'est un très beau message et je pense que du coup, effectivement, il y a une vraie marque derrière, plus que ça se décline sous produits capillaires, que ça se décline sous académie, podcast, on en parlait potentiellement tout à l'heure. Peut-être qu'à la sortie de l'épisode, Célia aura sorti son podcast, qui sait. Mais en tout cas, c'est un très beau message. Si on revient du coup avec cette idée, donc tu as cette idée, comment tu fais ? Est-ce que tu sais comment lancer une marque de cosmétiques à l'époque ? Est-ce que tu dis, il faut un laboratoire ? Est-ce que je vais faire artisanalement ? Comment tu fais ? Du tout. En fait, moi, c'est juste, je fais. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, le Chébé, c'était pas du tout distribué. Il n'y en avait pas, en fait, du Chébé. Ça n'existait pas sur Internet, on n'en trouvait pas, il n'y avait rien du tout. Donc déjà, moi, j'ai dû me battre, clairement, c'est le terme, pour rentrer en contact avec une personne au chat, parce que je ne suis pas tchadienne. Donc, rencontrer quelqu'un qui puisse me mettre en lien avec une personne qui puisse m'envoyer du Chébé, être sûr que c'est du Chébé. Parce qu'en vrai, j'ai jamais vu la plante. Donc, comment je le sais ? Donc, être sûr que c'est la bonne personne qui m'envoie la bonne plante. Ensuite, je savais pas du tout comment on faisait un site internet. Je savais rien, en fait. Je savais rien, mais j'avais quand même eu des bonnes bases mes 2 premières années de bachelor. Donc, en fait, je me suis dit, il faut un site internet. Tu fais un site internet. Faut un pot, j'ai cherché des pots. Voilà, faut une étiquette, faut un logo. Enfin, voilà, donc en fait, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça et j'ai fait des erreurs. J'ai commencé dans ma cuisine et puis voilà, hein, j'ai directement fait un site internet. Par contre, moi, j'ai pas fait commander en DM, etc. J'ai pas fait ça. J'ai vraiment... À l'époque, dans tous les cas, Insta, ça a commencé, mais on n'était pas... Enfin, tu l'as lancé, c'était quoi En 2017. Ouais, il y avait l'émergence des réseaux sociaux, hein, c'est un fait. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est la base des bases, tu vois. Mais à l'époque, c'était pas encore comme ça. Business. En fait, oui, c'était pas encore ça a commencé à vraiment ouais, ça a commencé. En France. Parce que, par exemple, oui, comme toujours. On y revient toujours. Non, mais c'est parce que je précise dans le sens où moi, en fait, ce qui a payé mes études, c'est les États-Unis. Et en plus, à l'époque, je ne savais pas parler anglais, mais pas un mot d'anglais. Franchement, j'étais nulle, 0. Et le problème, c'est que tous mes clients étaient américains. Et il fallait que j'envoie les colis, du coup, aux États-Unis. Et quand il y avait des problèmes de colis perdus, etc., mais pour moi, c'était horrible parce que décalage horaire, déjà. Et ensuite, après, essayer d'appeler la poste de là-bas et parler en anglais, sachant que je ne sais pas parler anglais, pour dire « Il est où le colis de ma cliente ?» C'était horrible. Et du coup, après, j'ai stoppé les États-Unis, je me suis focus sur la France. Et comment tu faisais au niveau des prix pour vendre à l'étranger, justement aux États-Unis, parce que je sais que les prix d'envoi de transport sont élevés. Et en fait, le Chébé n'existait pas. Ah, donc ils étaient prêts à mettre le prix. Ils payaient les 25 €, 30 € de frais de port. Ouais, c'est ça. Ils le font encore aujourd'hui, je suis choquée, d'ailleurs. Pourtant, c'est mon produit, je sais que mon produit, il est super. Mais quand je vois des personnes qui sont en capacité de payer 30 € de frais de port, alors que mon huile, elle coûte 34,95, ça fait 64 € une huile. Je me dis, waouh, franchement, Enfin, moi, ça me fait plaisir, du coup. Oui. Mais ouais, aux États-Unis, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts. Et c'est pas la même manière. Juste une petite question que tu n'as pas précisée. Du coup, quand tu mettais en pot, est-ce que tu transformais ta matière première ou du coup, pour l'instant, tu vendais seulement de la matière première brute ? Au départ, j'ai commencé uniquement avec la matière première brute. Okay. Et en plus, j'ai fait vraiment une erreur dès le départ parce que du coup, moi, je vendais des pots, je me rappelle, de 150 grammes. Et j'avais pas, en fait, bien pesé au niveau de la poudre. Et je me rappelle que j'avais des pots, du coup, de 150 grammes, enfin 150 millilitres. C'était des tout petits pots. Mais pour faire 150 grammes de poudre, il fallait des pots de 300 millilitres. Et donc, du coup, j'ai été obligée d'envoyer à chaque fois 2-3 pots à chaque commande et tout. Mais voilà, j'ai fait plein d'erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Oui, mais de toute façon, c'était pas
Enfin, ça me dérangeait pas. Encore une fois, moi, ça, avec ma mère, on a rigolé et puis on envoyait les pots. Je fais juste un peu de prévention, s'il vous plaît. Maintenant, on fait tous des erreurs. On ne sait pas forcément si vous êtes un peu informé dans la cuisine. On ne le fait pas. C'est pas, interdit. voilà, c'est interdit. Oui. Quand on importe, exporte des matières premières, il y a quand même de la réglementation à suivre. Vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site ou autre. Mais voilà, chacun son parcours. Mais si vous regardez la vidéo, du coup, ne refaites pas les mêmes erreurs. Oui, Voilà. et en plus, moi, j'ai été attaquée par la police de la cosmétique à cause de ça. Donc, c'est bien de le préciser, Voilà, voilà, c'est DDPP. Et bon, c'est quelqu'un qui m'a dénoncé. C'est toujours de la délation. 80, non, je crois que c'est 80 ou 90%. Si vous avez un contrôle, 80 ou 90%, c'est de la délation. Oui, complètement. Donc, voilà. Et donc, quelqu'un qui m'a dénoncé. Et du coup, à ce moment-là, bah, c'est comme si on allait au commissariat. Hein. Je dis ça comme si on avait l'habitude. Je ne suis pas une délinquante, mais bon, c'est les films. C'est à cause des films que je sais comment ça se passe. C'est parce que j'ai vraiment dit ça comme si on allait tous les jours. Commissariat, petite audition, voilà quoi, tranquille. Mais c'est ce qui s'est passé en soi. T'as rendez-vous là-bas, ils te posent des questions. Et en plus, bon, j'ai un petit caractère. Voilà. Et donc, au début, j'arrive et elle me pose des questions, elle me pose des questions. Sauf que, bon, ça arrivait peut-être 3 ans après que j'ai créé la marque. J'avais déjà bien évolué depuis. Oui, bah c'est pour ça. Et Sinon, mais si en t'étais fait, restée, oui, bah oui, non, mais en fait, c'est pour ça. que Bah, en c'est- fait, ça a après en fait, j'ai fait, pour être transparente avec vous, je vais vous raconter correctement. Parce que là, en fait, on parle trop, on a tellement de choses à se dire qu'il n'y a pas d'ordre dans cet échange, mais c'est pas grave. Donc, en fait, moi, j'ai fait un master après en entrepreneuriat. Donc, pendant ce master-là, j'avais des coachs. Tous les coachs ne sont pas bons. Parce que moi, je connaissais à ce moment-là mon domaine et la cosmétique et je savais que je n'avais pas le droit de faire ce que je faisais. Et j'arrêtais pas de dire à mes coachs, parce qu'ils me disaient « Oui, Célia, tu dors. Tu as un produit magnifique. » Et ils ont raison. Après, bon, je fais une parenthèse. Mais donc, oui, Célia, tu dors. Je devrais être beaucoup plus loin à l'heure d'aujourd'hui. Tu devrais faire plus de communication, alors que mes produits ils se vendaient sans communication à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça se vendait vraiment sans com. Et elle me disait « Oui, tu devrais faire ci, faire ça. » Et moi, j'étais là, je disais, non, je peux pas le faire parce que justement, je suis pas encore en norme. Et dès que je serai en norme, je vais le faire. Et lui, il continue, non, etc. Il insiste. Et au bout d'un moment, il me dit, bon, je vais essayer quand même d'avoir une bonne influenceuse, etc. Et je me rappelle, j'ai fait une action marketing, du coup, avec Sally à l'époque. Donc, Sally, elle avait 300 000 abonnés à l'époque. Donc, c'était déjà une très, très, très grande influenceuse. Et en fait, 2 mois après, même pas 1 mois après, je reçois une belle lettre. Donc, en fait, à ce moment-là, j'en ai voulu énormément à mes coachs. Parce que je le savais. Et je me suis dit, si je me fais voir, il va m'arriver quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et bien sûr, quand je leur ai dit, ils me disent, bon, maintenant, il faut que tu gères. Bah oui, parce que eux, en fait, c'est pas leur domaine. Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez des coachs. Même si vous avez un coach en ceci, mais que votre domaine, c'est cela, prenez les compétences, les connaissances sur le domaine donné, mais ne laissez pas forcément un coach vous donner des avis sur toute votre entreprise parce que c'est vous qui savez. C'est super important. Je me rappelle, il y a même un coach qui m'avait dit que mes ads, elles étaient pourries parce qu'il les voyait pas. Mais en même temps, je lui ai dit, vous êtes un homme aux cheveux lisses et ma cible, c'est les femmes aux cheveux afro. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, heureusement, si vous voyez pas mes ads, parce que ça serait de l'argent perdu. Et en fait, je me rappelle de ce jour-là. Donc, c'est un coach, hein. Mais on s'est embrouillé, hein, parce que bon, voilà, je lui ai dit, moi, je suis pas trop. Voilà, je lui ai dit, je suis pas d'accord. Et il avait aussi un caractère, donc on s'est ce jour-là. Et il voulait pas comprendre que c'est mon domaine, d'accord. Je viens prendre tes connaissances sur ton domaine donné, mais mon secteur, c'est mon secteur. Et le problème, c'est quand on est une femme, qu'on est jeune aussi, parce que j'étais jeune, et quand t'es jeune, on te manque facilement de respect. Parce que tout le monde pense que tout le monde a un truc à t'apprendre tout le temps. C'est vraiment, je sais, c'est une culture française. Aux États-Unis, il y a des enfants qui entreprennent. Il y a des enfants qui créent des marques de limonade qui, alors aujourd'hui, ils sont millionnaires, il y en a plein. Mais en France, on n'a pas l'habitude d'avoir des jeunes qui entreprennent. Donc, dès que déjà, t'es une femme, déjà même de 50 ans, on va t'apprendre la vie. Donc, si t'es une femme, t'es jeune, qui plus est, tu viens d'ici, t'es comme ci, t'es comme ça. Voilà. Et donc, en fait, il faut vraiment être solide sur ça. Et ça va remettre les gens en place et ne pas toujours écouter parce que voilà ce qui s'est passé. Et avec la DDPP, du coup, je risquais 30 000 € d'amende à ce moment-là. C'est ça. Hein. Et la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'avais déjà commencé justement le processus de création de DIP. Okay. Parce que j'avais prévu de faire de cette entreprise quelque chose de solide. Alors, je me permets juste, le DIP, du coup, c'est le dossier d'information produit. C'est le document dont vous avez besoin pour pouvoir commercialiser votre produit qui rend votre produit légal. Exactement. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais déjà commencé à faire les documents. J'avais déjà commencé à faire les papiers parce que voilà, j'avais prévu ça comme si c'était déjà fait. Mais j'ai prévu de faire de cette entreprise une très grande entreprise. Donc, si on veut faire les choses bien, on est obligé de faire tout ce qu'il faut derrière.
Et ça aussi, c'était une réflexion parce que justement, je commençais justement à évoluer aussi avec Cheb Air et je me suis dit, bon, Célia, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en fais une grande entreprise et du coup, tu mets tout en norme et tu continues à t'investir ou tu fais ce qu'on attend de toi et puis tu vas travailler, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, on va faire un truc de fou avec ça. Donc, du coup, là, je suis sur le chemin. Je n'ai pas encore réussi, mais ce podcast est très important. Tu es déjà sur le chemin. Voilà. Du coup, si je reprends un peu, je reprends pour voir, mais concrètement, tu avais cette poudre. Ça se vendait de fou furieux. Je pense qu'en plus, à l'époque, c'était on regardait vraiment sur Internet, donc tu devais remonter en SEO. C'était génial. Malheureusement, tu ne savais pas encore, et c'est vrai que la réglementation cosmétique est assez floue, mais tu n'étais pas aux normes, donc tu te fais choper par délation, ce qui arrive à 80% des cas. Tu te dis, OK, j'ai le choix, soit j'arrête tout, entre guillemets, je me mets, je rentre dans les cordes, soit je fais un truc de fou. Tu te dis, je vais faire un truc de fou. Et là, quel est ton cheminement? Tu te dis, est-ce que je vais continuer à vendre la matière première telle quelle? Est-ce que du coup, je vais la transformer en produit cosmétique? Et si oui, comment je vais faire? Est-ce que je passe par un laboratoire? Est-ce que je fais mes cosmétiques moi-même? Comment tu as... Alors, à ce moment-là, j'avais déjà créé les huiles. Ok. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé donc, avec la poudre, j'ai compris aussi très vite. Parce qu'en fait, moi, j'écoute directement mes clients. C'est eux... Enfin, je ne fais pas les produits pour Célia. Donc, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde voulait du chébé parce qu'ils ont vu tout, c'est trop bien. Mais à partir du moment où il fallait utiliser la poudre, là, les gens n'arrivaient pas. Et je sais qu'il y a des gens encore à l'heure d'aujourd'hui qui me disent « Célia, j'ai encore ton premier pot et j'ai encore de la poudre. » 2017. Et en fait, c'est parce que tout le monde déjà n'a pas envie d'avoir une matière première brute, d'utiliser de la poudre et d'avoir de la poudre dans ses cheveux. Deuxièmement, les femmes Bassara donc, qui utilisent le chébé, enfin, il n'y a pas que les femmes Bassara, mais les femmes au Tchad qui utilisent le chébé, ne se lavent pas les cheveux. Elles se lavent pas les cheveux et elles ont des techniques, en fait, d'utilisation qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. En fait, elles vont donc appliquer le chébé sur leur longueur et pas sur le cuir chevelu, j'insiste. Et le chébé ne fait pas pousser les cheveux, mais on va en reparler. Donc, en fait, elles l'utilisent donc sur leur longueur, poudre, huile. Et selon les groupes, il y en a qui mettent de l'eau, d'autres non. Ok. D'ailleurs, ça donne des résultats différents, selon aussi les femmes au Tchad. Elles ont des très très longs cheveux. Ouais, mais pas toutes. Il y en a qui utilisent du chébé et qui ont des cheveux toujours longs quand même, mais on va dire longs jusque-là. Et il y a celles qui utilisent de d'autres manières et qui l'ont jusqu'aux fesses ou à plus. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi même d'apprendre dans leur utilisation. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, et en fait, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et même si elles ne se lavent pas les cheveux, parce que j'ai testé cette technique-là au début, tes cheveux, ils sont pas sales, c'est trop bizarre. Mais tes cheveux sont pas sales, ton cuir chevelu, il te gratte pas. C'est trop, trop bien. Mais à l'époque, j'avais mis des perruques encore. Okay. Donc, c'est pour ça que c'était facile pour moi à faire. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie déjà. Et voilà, et je me suis rendu compte que mes clients, en fait, avaient envie de trouver une manière d'utiliser le chébé, mais sans avoir l'inconvénient de salir toute sa salle de bain aussi. Oui. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à créer donc, mes cosmétiques chez moi, encore une fois, dans ma cuisine. Et j'ai créé donc la Chébé Elixir qui est là aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était la Chébé Oil, je crois. Et en fait, j'ai commencé à créer cette huile-là qui a permis, du coup, d'avoir du chébé tout le temps sur ses cheveux, sans avoir forcément à faire plein de choses. Et ensuite, j'ai fait encore 3 autres huiles qui sont vraiment ciblées sur des besoins ciblés. Et ensuite, la DDPP est arrivée. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour justement mettre le processus aux normes, parce qu'en fait, il y a aussi le fait de produire les produits à la maison. C'est pas les mêmes techniques en laboratoire. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait à la maison, on ne peut pas le faire dans un laboratoire de production. Et en fait, il a fallu adapter les formules pour qu'elles puissent correspondre exactement à la production en gros. Et là, j'ai fait appel à un laboratoire pour m'aider à faire ça, en effet. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent que quand vous faites de façon artisanale, il ne faut pas être inquiet ou vous demander pourquoi certains labos ne vont pas forcément accepter en fait, vos matières premières et votre formule telles qu'elles sont, mais il faut justement pouvoir le retransposer pour la rendre industrialisable en fait, tout simplement. Exactement, c'est ça. Mais c'est important quand même de le spécifier parce que au niveau des matières premières, on essaye, et moi ça fait partie aussi du cœur de Cheb Air, de vraiment utiliser des ingrédients qui sont issus de la pharmacopée, donc africaine, caribéenne aussi. C'est très important pour moi. Okay. Mais par contre, le problème, c'est que d'un point de vue des matières premières, il y a une réglementation en France. Et on ne peut pas utiliser les matières premières comme qu'on le fait dans la cuisine et aller à l'épicerie et dire « je vais prendre ça, je vais mettre ça dedans » et puis après, ça ne sera pas forcément possible en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment aussi un travail à faire au niveau des matières premières pour faire en sorte qu'elles soient aussi
en règle et qu'elles aient les documents qui nous permettent à nous de mettre en valeur notre pharmacopée. Exactement. De toute manière, vous pouvez même retrouver, on a écrit des articles sur comment mettre aux normes des matières premières quand vous les importez. Il y a des procédés, certaines analyses. Vous avez tout en bio également, mais je vais juste avancer un peu. Donc, tu avais ces 3 huiles. Tu t'es dit, OK, c'est bon, là, je passe par un laboratoire de production. J'imagine que même en termes de temps, ça allait être un peu plus simple. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'est intervenue ton énorme campagne pour lever ces 150 000 € de financement ou c'était un peu après? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Après. C'était après parce que là, j'étais à l'école. J'étais encore étudiante. Et en fait, j'ai fait ma levée de fonds, je crois, peut-être 1 an, 6 mois, 1 an après. Parce qu'en fait, moi, tout l'argent des cosmétiques a été utilisé aussi pour payer mes études. Enfin, aussi, surtout, en fait. Et au bout d'un moment, quand on veut réinvestir sur l'entreprise et pour la faire évoluer, ça demande énormément de trésorerie. Et surtout quand on est petit, malheureusement. C'est le contraire, ça devrait être le contraire. Mais plus t'es petit, plus c'est cher, en fait. Plus c'est cher et plus c'est compliqué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, j'ai déjà des clients, j'ai déjà des produits qui fonctionnent. Il y a des personnes qui utilisent mes produits depuis des années, depuis très longtemps maintenant. Et ça m'est même déjà arrivé de me faire insulter en DM parce que j'avais des ruptures de stock. Ils m'ont dit, oui, on s'en fout de toi, on veut juste le produit, j'en ai besoin, etc. Je dis, bon, ok, c'est pas gentil, mais c'est gentil. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je continue. Et je me suis dit, je vais faire appel à ma communauté. Sauf que la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, le coach, c'était un investisseur. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu de l'argent. Et en fait, son boulot, en vrai, c'est de coacher des étudiants parce qu'il aime bien. Et après, le reste du temps, c'est d'investir dans des entreprises. Et je me suis dit, hors de question d'avoir des investisseurs. J'en voulais pas. Parce que je me suis dit, c'est pour qu'il y ait des personnes qui, parce qu'elles ont mis un montant, elles commencent à me dire, oui, tu fais n'importe quoi parce que je vois pas tes ads alors que c'est pas la cible. Ça va pas le faire. Et après, je me suis dit, mais Célia, tu as besoin de financement. Donc, tu fais quoi? Tu vas voir des banques. En France, on finance pas le stock. Donc, c'est pas une histoire qui voulait pas de moi, qui finance pas le stock. Si j'avais souhaité, par exemple, faire un laboratoire de production, j'aurais pu faire appel aux banques parce que c'est des machines. Mais à partir du moment où c'est du stock, ils ne financent pas. Donc, tu toques à plein de portes. On te dit non pour ci, non pour ça. Évidemment, je me suis dit, bon, on va faire une levée de fonds, mais c'est moi qui vais choisir mes investisseurs. Et quand j'ai fait ma levée de fonds, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des personnes qui me ressemblent. Donc, je me suis dit, je veux des personnes issues de la communauté afro. Je veux des personnes de banlieue, donc de toute origine, mais de banlieue. Et je veux des femmes, parce que c'est ce que je suis. Je suis une femme noire de banlieue. Donc, c'est ce que je voulais. Et c'est ce que j'ai eu. Et ça, c'est magnifique. Je suis vraiment très contente. Je suis très contente d'avoir réussi à en fait, rassembler toutes ces personnes-là. Parce que toutes les personnes de banlieue sont des personnes qui ont des origines différentes, des religions différentes, des sexes différents, etc. Et en fait, dans chaque cible que j'avais, j'ai de tout. Et c'est beau. Franchement, c'est super beau. Et j'ai vraiment des personnes aussi qui me soutiennent magnifiquement bien. En même temps, on ne pouvait pas te louper. Je te jure que pendant ton lancement, mais c'est incroyable, mais je te voyais passer, que ça soit sur Insta, que ça soit sur LinkedIn, comme je te dis, à travers des personnes que je suis, je te voyais partout. Et le message était très fort et aussi très ciblé. Donc, je ne pouvais pas... on pouvait pas... Vous êtes la cible. On pouvait pas, exactement, on ne pouvait pas te manquer. Mais effectivement, je pense que tu as fait un incroyable lancement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais que tu as été très fatiguée après, ce qui est normal en soi. Tu avais quand même, félicitations, plus de 150 000 € en autofinancement, en financement communautaire, comme vous voulez l'appeler. Mais comment, est-ce que tu as élaboré une stratégie? Je sais que tu postais beaucoup, mais il n'y avait pas que ça. Comment tu as fait? Alors, j'ai élaboré une stratégie de communication. Après, ça a été beaucoup les réseaux sociaux parce que j'ai fait ça avec 0 €. J'ai pas investi, il n'y avait pas d'ads, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'il fallait que vous me voyiez tout le temps. Parce que... quand tu fais un bon post, et j'en ai fait plein des bons posts, ça aurait pu suffire, et après tu lances une ads, et puis voilà, quoi. Mais je pouvais pas. Et donc c'est pour ça que j'ai dû faire énormément de contenu. Après, au niveau de ma stratégie, en soi, je fais tellement de choses. En fait, pour faire ma levée de fonds, déjà, il a fallu que je me mette en contact avec les bons organismes de levée de fonds, parce qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas. Après, il a fallu faire tout ce qui était business plan, prévisionnel. Après, il a fallu aussi que j'élabore mon message. Parce qu'il faut faire attention. Quand tu dis oui, je veux que des femmes, des noirs et des gens de banlieue, tu peux vite apparaître comme une personne soit raciste, soit ceci, soit cela, soit super aussi communautaire. Alors que justement, ça, c'était pas du tout le message que je voulais faire passer.
Et je suis d'ailleurs très heureuse parce que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais sans rentrer dans cette case-là. Et ça aussi, c'est super. Et ça prouve qu'on peut le faire. Donc, j'ai essayé de contacter tout le monde. Mais quand je vous dis j'ai contacté tout le monde, j'ai contacté tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui me disaient « Oui, mais pourquoi tu contactes pas telle personne ?» C'est juste qu'elle m'a mis un vent. C'est tout. Mais j'ai contacté tout le monde. Et d'ailleurs, même si vous m'avez vu partout, sachez qu'il y a plein d'endroits où je voulais être, j'ai pas pu y être. Mais c'est normal. Donc voilà. Non, mais il faut pas avoir peur du non. Non, mais en fait, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui... En fait, c'est comme un moment quand je suis partie aussi à l'étranger pour trouver des boutiques. Moi, je fais des annonces pour dire que j'ai réussi à avoir telle boutique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de boutiques qui m'ont refusé. C'est pour ça que je le précise, en fait. Même au niveau des médias, j'ai fait Nofi, j'ai fait RTL... Donc, c'est le seul média, on va dire, mainstream, enfin, voilà, que j'ai réussi à avoir. Moi, j'ai essayé tout le monde. Moi, enfin, voilà. Donc, et il y en a plein qui m'ont dit non. Donc, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Mais c'est pour ça que je le dis, parce que continuez, même si on vous dit non, en fait, c'est pas grave. Et même si vous m'avez vu partout, sachez que je voulais être dans beaucoup plus d'endroits encore et que j'ai eu beaucoup de noms. Et beaucoup de vues aussi. C'est un peu comme la vidéo. Et je préfère d'ailleurs les noms que les vues. Donc, arrêtez de mettre des vues, dites non. Parce que moi, je relance. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport à Huda Beauty. C'est l'exemple parfait. Hein, c'est qu'elle a eu plein de noms avant, justement, d'avoir un oui dans un Sephora et de faire son premier million. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur du non. C'est de ne pas faire qui est compliqué. Exactement. C'est exactement ça. Parce que les influenceurs... Non, je n'ai pas contacté d'influenceurs, par contre. J'ai contacté aucun influenceur. J'ai vraiment fait médias... Et personnalité publique, c'est pas pareil. J'ai fait personnalité publique. J'ai eu des noms aussi, mais et j'ai eu des oui. J'ai eu des oui, j'ai eu des très beaux oui. Il suffit d'un oui. Et voilà, donc ma stratégie, moi, elle a été à ce niveau-là. Donc en fait, toutes les personnes qui étaient dans ma cible, j'ai essayé de les contacter, de faire passer le message. Donc en fait, le plus grand, je pense, pour moi, dans une levée de fonds comme je l'ai faite, c'est le message. Parce que ça facilite les oui aussi. Quand les gens arrivent vraiment à comprendre ce que vous voulez, votre mission et votre détermination, s'ils disent non, même, ils sont bizarres. En fait, il faut vraiment réussir à bien élaborer son message, son storytelling et à impacter et à être vraiment déterminé, mais pour de vrai et déterminé sincèrement. Parce qu'en fait, moi, ma levée de fonds, encore une fois, je ne l'ai pas fait pour l'argent aussi. Je voulais vraiment éduquer sur le monde de l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont investi sur Chéber, qui n'ont jamais investi de leur vie, qui ne savaient même pas ce que c'était. Et en fait, c'est nous, les gens de banlieue, on ne connaît pas. Parce que quand j'étais en école de commerce, on était très peu. Hein. Donc, je me suis dit, en fait, on est les populations les moins éduquées sur ces sujets-là. Même d'un point de vue des femmes de toute origine, pardon. Par exemple, une personne qui va faire une levée de fonds sur un sujet qui va concerner que les femmes, par exemple, si je fais une levée de fonds sur les couches, en fait, la plupart des personnes qui vont investir, ça va être des hommes. Mais en fait, c'est pas pour le projet, c'est pour l'investissement. Et les femmes n'investissent pas. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi aussi que les femmes, pareil, donc de toute origine, de toute classe sociale, mais les femmes investissent. Donc en fait, moi, j'ai vraiment une mission. Et je pense qu'en fait, c'est ce que je fais à chaque fois. Hein. Tout ce que je fais, moi, c'est qu'il y a une mission au départ. Je me dis, OK, comment je peux impacter positivement sur tel ou tel aspect. Et puis après, je mets les choses en place. Et je fais confiance en la vie, parce que je sais pas comment dire, mais je fais confiance. C'est-à-dire qu'à un moment où je me rappelle, j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram, mais ne faites pas ça, parce que moi, je suis folle, parce que c'est dangereux quand même. Mais j'ai reçu le message d'une personne sur Instagram qui m'a dit, OK, je fais un événement ce week-end, il y aura des personnes que tu cibles, viens pitcher. Je savais pas qui c'était, je suis rien, j'ai dit OK, et j'y étais. Mais en fait, je savais pas où j'allais me retrouver en soi. Ça aurait pu être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Mais en fait, je fais confiance. Et je me suis dit, en fait, moi, je dis jamais non. Tu me proposes un truc, je me dis OK, allez, on y va. C'est qu'en fait, je l'ai pris comme j'ai pris le chébé, en fait. Tu saisis les tu vois le signe, tu vois l'opportunité. Ouais, exactement, tu prends et tu y vas. Et du coup, avec ce financement, quels sont les projets ? Donc moi, l'objectif, c'était le développement commercial de Chéber. Donc, c'est-à-dire le fait d'être présent dans plus de boutiques. Parce que c'était vraiment un problème pour moi. Il y a beaucoup de personnes, même si on fait beaucoup de e-commerce, et le e-commerce, ça fonctionne très bien. De toute façon, c'est l'avenir, même si c'est déjà là, mais ça va encore évoluer. Mais les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ont toujours besoin de sentir, de tester et de voir le produit en physique. Il y a beaucoup de gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont toujours pas confiance sur le fait de mettre ces informations bancaires sur un site internet, etc. Et en fait, la boutique, ça reste quand même quelque chose de très important. Parce que je l'ai vu aussi, même d'un point de vue e-commerce, le fait que les gens soient au courant que les produits sont présents en boutique,
ils vont plus commander en ligne. Ça donne confiance. Ouais, ça donne confiance, ça donne crédibilité à la marque, ça donne plein de choses. Et donc, du coup, pour moi, c'est très important de faire ça. Et aussi le développement R&D, parce que depuis 2017, la fille ne vend que des huiles, quoi. Donc, au bout d'un moment, il Mais s'agit... ma fille, elle sérum. Oui, qui est en train de... Voilà, qui est en train de faire son chemin aussi. Mais bon, il était temps, en fait. Il était temps, parce qu'en fait, Enfin, moi, je vais bien. Mais c'est un peu frustrant à chaque fois qu'on me dit « Mais c'est là, t'existes depuis 2017 et aujourd'hui, t'en es que là en soi. » Alors qu'il y a des personnes qui créent des marques et qui explosent en 2 ans. Et en fait, j'aurais pu le faire à l'époque si j'avais pas investi sur mes études. Si à l'époque où le chébé est arrivé et qu'il y avait que moi qui le vendais, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vendent du chébé sous diverses manières. Si j'avais, à cette époque-là, vraiment été focus 100% sur ça, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas où t'aurais pu faire 1 million direct. Parce qu'en vrai de vrai, le chébé, je me rappelle, moi-même, j'en cherchais, c'était compliqué. J'avais trouvé une petite dame au fin fond de Amazon, il me semble, qui en vendait, et c'était un waouh, c'est-à-dire que c'était mon paquet de chébé, et je sais que c'était très compliqué. C'est donc ça. Effectivement. Exactement. Mais bon, après c'est jamais trop tard, hein. Il peut, oui, mais après en soi, la vie fait les choses aussi quand tu es prête de les recevoir. Le chébé, à l'heure d'aujourd'hui, n'est toujours pas connu. La plupart des personnes dehors, vous leur dites vous connaissez le chébé, ils n'ont jamais vu la vidéo, ils savent même pas ce que c'est. Donc ça peut toujours, il y a toujours moyen de. Mais c'est sûr que tu te dis depuis 2017, j'aurais pu faire tellement de choses. Mais je me suis investie du coup sur moi, et ça a été très précieux, parce que comme je vous dis, j'ai fait des erreurs énormes, et j'ai énormément évolué. Et maintenant, justement, je me sens aussi beaucoup plus solide pour affronter tout ce que j'ai affronté, parce qu'à l'époque aussi... C'est exactement ce que j'allais te dire. J'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Sinon, si on avait des et si, c'est ça. En vrai de vrai, on fait plus rien. Et moi, je me dirais, ah, punaise, pourquoi j'ai pas investi dans le Bitcoin quand il était... non, par contre, là, moi, franchement, à l'époque, là, je regrette le Bitcoin. Je me rappelle, à l'époque, quand ça arrivait, c'était Darty. Darty, je pense que c'était les premiers à accepter le Bitcoin. Mais on comprenait pas ces trucs-là. Et je me rappelle, j'étais jeune en plus. J'étais très jeune. J'étais très jeune quand ça va. J'étais très jeune. On s'éloigne un peu des cosmétiques. C'était pour illustrer l'exemple. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours investir aujourd'hui. Tu peux toujours le faire aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai des personnes qui viennent de me voir, qui me disent, en fait, j'ai 50 ans, j'ai une formule, tous mes proches l'adorent, mais j'ai peur. Maintenant, j'ai arrêté. En fait, on n'a qu'une vie. Déjà, faut se dire, le temps passé, il est perdu, entre guillemets. Ça va vous servir d'expérience. Maintenant, profitez et faites ce que vous voulez faire. Parce qu'en soi, sinon, on fait plus rien. Et après, on est dans notre lit de mort et c'est fini. Faut juste passer à l'action. C'est pas grave. Et chaque manière, c'est des expériences, ça nous apprend, etc. Et moi, c'est ce que je dis. Si j'avais lancé ce que je fais aujourd'hui, peut-être qu'il y a 5 ans, ça se trouve, j'aurais échoué parce que j'étais pas la même personne que j'étais il y a 5 ans. Et c'est pas grave, c'est OK. Faut juste faire les choses quand on a envie. Félicitations. Pour ça, j'ai vu, si tu as pu recruter, du coup, c'est bon, la personne pour ton développement commercial. Oui. C'est bon, elle est recrutée. Ouais, j'ai réussi. Donc là, maintenant, on voit comment ça se passe. C'est génial. C'est génial, ça. Félicitations pour tout ça. En vrai, c'est super inspirant. Je pense qu'on est passé sur pas mal de sujets. Il y a aussi d'autres sujets que j'aurais voulu aborder, mais je pense que ton parcours est très, très riche. Donc, je vous inviterai juste à aller regarder ce qu'elle fait, la suivre sur sa page personnelle et sur sa page d'entreprise. Et je finirai par te demander, donc peut-être en regardant la caméra, 2 dernières questions. D'une première question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite lancer sa marque de cosmétiques aujourd'hui, qui a surtout peur, soit du manque de financement ou bien du fait qu'il y ait trop de concurrence? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel est le meilleur conseil? Déjà, par rapport à la concurrence, il y a des marques qui se créent tous les jours, il y en a qui meurent tous les jours. Donc ça, c'est pas grave. Après, juste, lancez-vous. Enfin, c'est bateau, mais lancez-vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Aujourd'hui, les marques de cosmétiques, c'est beaucoup lié aussi au personal branding. Et personne ne fera les choses comme vous allez le faire. Donc, on peut avoir 10 000 marques qui font 10 000 choses pareilles, similaires, mais ça ne sera jamais comme vous. Vous êtes une personne unique, donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et la dernière question que je voudrais te poser, c'est est-ce que finalement, il y a des questions qu'on ne t'a pas posées, que tu aurais aimé qu'on te pose? Ou des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé pouvoir partager brièvement dans le podcast? Non, je trouve que notre échange a été très intéressant. Après, je pense qu'on peut parler pendant des heures. C'est ça. Pendant des jours, de plein de sujets différents. Donc, non, je suis satisfaite de cet échange. Tu as pu partager tout ça. Brenda, le mot de la fin. Voilà, ça l'a stressé. Alors, sais comment stresser Brenda. Merci beaucoup. Merci pour ce moment passé, en fait, à nous expliquer ton parcours, ton projet, tes aventures.
mais aussi tes mésaventures, hein, parce qu'on voit bien que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut s'armer de patience, de détermination surtout. Et on voit aussi donc qu'en fonction de son cheminement, on peut commencer en faisant des choses qui finalement ne sont pas forcément dans les règles, mais apprendre et justement rectifier cela pour avoir une marque qui soit pérenne. Donc, c'est ce que vraiment Célia nous a montré avec sa marque Sheb Hair. Donc, vous retrouverez toutes les informations de la marque, le site internet. Et du coup, merci beaucoup Célia. Avec grand plaisir. Et j'en profite, s'il y en a parmi vous qui souhaitent lancer leur marque de cosmétiques en laboratoire avec des petites prods et des matières premières, parce que nous, on est spécialisé sur tout ce qui est matières premières ou venues d'Afrique ou venues d'Asie ou venues d'Amérique latine, en fait, des choses qui sortent un peu du commun et que les laboratoires traditionnels ne peuvent pas forcément faire. Vous avez également le lien dans notre bio pour venir nous rencontrer et peut-être échanger sur votre projet. Voilà, merci. Beaucoup. Merci Célia. Merci Célia. Avec plaisir, merci.